Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres de ce mardi 30 juin 2026. Cette fois-ci, c'est désormais officiel. Ce lundi à Lyon, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030 a enfin dévoilé la carte des sites de compétition. Une annonce très attendue pour un planning assez inédit. Et puis nous irons à Megève pour découvrir un tournoi de golf quelque peu particulier qui mêlait ce mardi skieurs et golfeurs professionnels ou amateurs. Dans le jargon, on appelle cela un Pro-Am. On débute donc cette édition avec une date ô combien importante. Ce lundi 29 juin 2026 à Lyon, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques présentait officiellement la carte définitive des sites qui devraient accueillir les épreuves des JOP organisées dans les Alpes françaises en 2030. Pour la première fois de l'histoire de la compétition, les Jeux ne se dérouleront pas dans une seule ville, mais ils seront répartis en plusieurs pôles géographiques, s'étalant des Alpes du Sud aux Pays-Bas, bien plus au nord. On fait le point avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Face à plusieurs dizaines de journalistes, la carte tant attendue a donc été dévoilée. Au centre de l'attention, la liste des sites olympiques et paralympiques sélectionnés pour accueillir les épreuves à l'occasion des JOP de 2030. Répartis en plusieurs pôles, en Savoie, en Haute-Savoie, dans les Hautes-Alpes, dans le Rhône et même jusqu'aux Pays-Bas, il s'agit là d'un vrai pas en avant pour la candidature française qui peut désormais s'attaquer à la viabilisation des infrastructures sélectionnées. Ce moment de la carte des sites, c'est celui qui nous permet maintenant d'avoir une vision précise de l'équipement qu'il faut améliorer, de l'équipement qu'il faut construire, de l'équipement qu'il faut consolider. En tous les cas, ça nous donne le cap des 3 ans qui sont devant nous pour être au rendez-vous. Il y a donc 3 pôles, 3 clusters sur la partie nord des Alpes et ce cluster du Briançonnais dans la partie sud. C'est une très belle carte. Il y a de la technique, il y a des paysages qui sont différents et complémentaires. Et puis tout ça tient malgré tout dans une enveloppe qui soit suffisamment contrainte sur le plan territorial et spatial. Si forcément l'arrêt de la collaboration avec la ville de Nice a directement impacté l'organisation des épreuves, c'est donc aux Pays-Bas qu'auront lieu les épreuves de patinage de vitesse. Un choix qui s'est vite imposé du fait du manque d'infrastructures adaptées côté français. Une première dans l'histoire des Jeux qui a toutefois demandé au COJOP une vraie réflexion afin de rester dans le cadre du budget fixé il y a plusieurs mois déjà. C'est un grand gâchis, c'est 5 ans de travail qui ont été gâchés en 2 mois. C'est entre 800 millions et 1 milliard d'euros que l'on perd avec des carnets de commandes qui étaient prêts et opérationnels pour toutes nos entreprises à partir de maintenant jusqu'en 2030. Donc c'est quand même... écoutez, c'est comme ça. Pour autant, les jeux sont plus forts que tout le reste. Et la dynamique des jeux fonctionne. Dans la dynamique des jeux fonctionne. Aujourd'hui, on est en temps et en heure avec un budget, une loi olympique. Non, c'est plutôt une belle journée. Maintenant, il faut réaliser. Avec l'ajout de la métropole de Lyon comme pôle des sports de glace, la carte des sites est donc officiellement actée. Pour autant, le travail ne s'arrête pas et va d'ailleurs s'intensifier dans les prochains mois, avec notamment la planification stratégique, à savoir le choix des acteurs locaux qui seront partie prenante de l'organisation de ces JOP. Un volet essentiel qui s'ajoute aux nombreux autres points tout aussi incontournables à moins de 4 ans de l'échéance. Il y a encore plein de sujets à traiter parce qu'effectivement, il y a le sujet des sites de cérémonie, il va y avoir le sujet des sites de célébration, c'est pas la même chose. Les célébrations, c'est est-ce qu'il va y avoir des Medal Plaza, est-ce qu'il va y avoir des fan zones, un Champions Park comme on a eu à Paris. C'est les sites qui accueilleront les villages des partenaires, les villages également des comités olympiques nationaux. Et puis des sujets, il va y en avoir encore beaucoup qui vont nous intéresser quand on va devoir dévoiler les mascottes, les médailles, les torches, les podiums, le parcours du relais de la flamme. Enfin, on a encore beaucoup de pain sur la planche. Quant à la prochaine étape clé du calendrier, il s'agira de la validation définitive de cette fameuse carte des sites par le Comité international olympique. Une décision attendue pour les prochaines semaines. On reste dans le domaine du sport. Saviez-vous que beaucoup de champions de l'équipe de France de ski ont une certaine tendresse pour le golf? Cette passion commune en a réuni quelques-uns ce mardi à Megève pour un Pro-Am, un tournoi ouvert aux professionnels et aux amateurs. Kedia Poudou était également de la partie avec non pas des clubs et son putter, mais plutôt sa caméra. On regarde ce reportage tout en touché. Bien loin des pistes, c'est sur un parcours de 18 trous que se joue la partie pour Clément Noël et les skieurs de l'équipe de France. Ce mardi à Megève, les champions ont troqué les skis contre les clubs de golf. On se régale en extérieur dans la nature, c'est pas très contraignant physiquement, donc ça peut être compatible avec le reste de notre préparation physique.
on marche, il y a aussi un petit peu de côté focus mental qui est assez intéressant je trouve dans le golf. Et voilà, juste on aime bien ça, donc on joue. Alors pas aussi souvent que je le voudrais, mais dès qu'on peut. Au départ de chaque équipe, un golfeur professionnel, un skieur de l'équipe de France et 2 amateurs. Une formule qui mélange les niveaux et favorise les échanges. On peut aussi enseigner, donner des conseils, faire que la partie de golf se passe au mieux possible. Cette espèce de combinaison avec un skieur, ça donne un peu de peps. Et puis moi j'adore être entourée de sportifs, donc je trouve ça très très bien. Si les disciplines sont bien différentes, elles partagent quelques points communs. La concentration, la maîtrise du geste et la gestion de la pression. On est pas mal de skieurs à jouer au golf sur la période estivale. Et du coup c'est l'occasion de passer du temps entre nous dans un autre cadre que le ski ou la préparation physique et de passer des bons moments entre potes. Alors, j'ai découvert le golf au début, plus même au niveau préparation mentale, par rapport au regard de l'autre, par rapport à la pression des gens qui sont à côté de nous. Et je me suis rendu compte qu'en ski, ça mettait un petit peu la pression quand j'avais du public, quand j'avais des personnes qui étaient autour de moi. Depuis que j'ai découvert le golf, je suis piqué, je joue tous les jours, donc voilà. Une journée pensée avant tout pour le plaisir, mais aussi pour rapprocher 2 univers plus liés qu'il n'y paraît. C'est 2 milieux qui se connaissent bien, on va dire, quasiment pas tous les skieurs, mais beaucoup jouent au golf. Ils sont plutôt accessibles, voilà, ils discutent avec tout le monde, et puis ça permet de voir des champions pour ceux qui n'en ont pas trop vu. Dans un domaine où peut-être ils excellent pas tous. Une idée lancée par l'ancien skieur devenu golfeur professionnel et qui trouve aujourd'hui sa place sur les greens de Megève. On est une station de ski, on adore le ski, on adore la neige, on adore les skieurs et puis on avait plaisir à cœur de leur offrir un petit changement avec du golf en été. Il y a beaucoup de skieurs qui jouent au golf. C'est un programme en chamble, donc on prendra toujours la meilleure mise en jeu et après chaque joueur jouera sa balle. 21 équipes, 4 joueurs par équipe. Le départ est en shotgun, ça veut dire que les 21 équipes sont réparties sur l'ensemble des 18 trous, certains trous sont doublés. Pendant près de 4h30, les 84 participants ont profité de ce moment convivial sans pour autant mettre leur esprit de compétition de côté. Pour l'instant, on n'a pas rentré beaucoup de potes. C'est un petit peu frustrant, je crois que c'est ce qui résume bien ce sport, hein, la frustration. Mais les birdies vont bientôt arriver. Sportivement, c'est un petit peu plus compliqué pour moi, mais j'ai une bonne équipe. Des ferreux aux pistes, il n'y a finalement qu'un changement de décor, même recherche de précision, mais aujourd'hui avec un peu moins de pression. Amener la culture jusque dans les refuges de montagne, c'est le pari de la compagnie chambérienne Les Nerfs. Claire et Léna parcourent les massifs de refuge en refuge pour présenter Millénaire, un spectacle imaginé, créé et répété en montagne. Une invitation à contempler les paysages autrement tout en sensibilisant aux enjeux environnementaux. C'est un nouveau reportage de notre journaliste tout-terrain, Kezia Poudou. Au refuge du Nant-du-Beurre, ce samedi soir, les montagnes n'étaient pas les seules à offrir un spectacle. Dans le massif du Beaufortin, Claire et Léna ont fait escale pour ouvrir une parenthèse de danse et de poésie. Pendant 45 minutes, leurs mouvements ont épousé le relief, faisant du paysage un véritable partenaire de scène. La chorégraphie en elle-même, elle se joue du terrain et elle ne le subit pas. Et parce qu'on avait commencé à jouer un premier spectacle qu'on avait exporté en montagne et on s'est dit ça serait bien de créer un spectacle en montagne pour le jeu en montagne. Ce que ça raconte aussi, c'est qu'on demande de l'aide implicitement, notamment pour venir porter des corps. Et bon, en montagne, ça a quand même un sens immédiat. En tout cas, quand on pratique un peu tout ce qui va être de l'escalade ou de l'alpinisme ou peu importe, mais à des moments où on s'encorde et du coup on se retrouve à porter littéralement des corps. Et donc ça vient un peu faire une petite métaphore de cette pratique-là. Créé en montagne pour jouer en montagne, c'est le pari de la compagnie. Né pendant le Covid, Millénaire compte aujourd'hui une 40aine de représentations. Une chorégraphie pensée pour les refuges où chaque spectacle s'adapte au terrain qui l'accueille. C'était beau, il y avait des couleurs magnifiques, tout était réuni pour que ça fasse un moment joyeux, calme, plein de poésie. C'était fabuleux. Moi j'ai adoré. Et ça permet aussi de faire se rencontrer des univers qui ne se rencontrent pas forcément de façon habituelle. Et puis voilà, c'est le beau en fait, tout simplement, c'est 2 univers qui sont beaux. Et le beau de l'humain et le beau de la nature qui se rencontrent et je pense qu'ils se subliment tous les deux. Ouais. Au-delà de la performance artistique, les 2 danseuses souhaitent aussi éveiller les regards sur l'environnement. Mais leur démarche est aussi profondément humaine. Le spectacle fait participer les randonneurs qui deviennent parfois acteurs de la représentation.
Un lien qui commence dès l'après-midi autour d'un atelier de mise en mouvement. On va explorer un petit peu des déséquilibres, des contrepoids. Si vous savez pas. Jeu d'équilibre et rencontre entre inconnus, cette parenthèse artistique trouve naturellement sa place dans la vie du refuge. Surtout les refuges où c'est accessible aux enfants, parce que ça fait une animation, un peu moins de temps mort entre l'arrivée et la soirée. J'ai été contente de faire ces ateliers et de connaître du monde. Une activité qui est très sympa après la randonnée, effectivement, après avoir porté un sac pendant quelques heures. Après cette escale au refuge du Nant du Beurre, Millénaire poursuivra sa tournée en altitude le 21 juillet au festival Camp d'Ossois, puis les 22, 23 et 24 juillet dans les refuges des Marches, des Terres Rouges et des Draillères, avant de faire étape le 26 juillet au refuge de Maljacé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à Information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais, vous le savez, à la météo présentée, préparée par Thierry Paulme. Et pour terminer ce journal, de très belles images du nouvel exploit d'Annabelle Bouchardon. L'alpiniste grenobloise a atteint le sommet de la directe américaine des Drues après 3 jours et de bivouac en parois. Il s'agit là d'une première féminine en solo. Merci à Candice Debaune et Nils Paillard pour les images. Quant à moi, je vous retrouve mercredi, même endroit, même heure, sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée.